Quel regard je porte sur la diaspora malgache et ce que cela m'a apporté? Oh, c'est un regard de loin maintenant, une familiarité lointaine. Entre 85 et 2000, j'ai vécu avec un homme malgache, 14 ans de vie commune, dont 7 ans de mariage. Alors, ce que je peux dire, c'est d'un vécu très personnel. C'est une histoire d'amour, d'un très grand amour. Il en a fallu de l'amour pour braver l'opposition à un mariage mixte. J'ai connu la communauté malgache protestante de Paris. J'y étais comme une visiteuse, je dirais tolérée, mais non pas intégrée. Et j'ai vécu ce que vivent tant d'autres venant d'ailleurs, c'est se sentir étranger. Sentir sa propre blancheur face à l'autre, sa propre étrangeté face à l'autre. Je crois nécessaire de souligner que la société malgache n'est pas uniforme. On ne peut pas dire la société malgache. Il y a des populations des côtes d'origine africaine, considérées comme issues de l'esclavage, dit-on. Et puis, il y a les populations des hauts plateaux, les Mérinas, d'origine indonésienne, de tradition noble et guerrière. Ce qui crée des différences sociales et culturelles entre les côtes et les hauts plateaux. Moi, j'ai connu les gens des hauts plateaux qui sont imprégnés d'une culture complexe. Il y a un syncrétisme entre le protestantisme issu des missions et puis l'animisme. Et c'est une population qui se vit assez supérieure, que je percevais moi comme une caste. Et pour dire à quel point la mission gens des côtes et gens des hauts plateaux était forte, mon mari disait il est impoli pour un malgache de demander à un autre malgache de quelle région il est. Parce que son origine géographique détermine immédiatement sa classe sociale. Mais de plus, dans une même population, l'étroitesse, je dirais, de caste repoussait les mariages ou freinait les mariages entre personnes, bien que tous deux Mérinas, mais par exemple de villages différents, comme ce fut le cas de mes ex-beaux-parents, qui ont dû se soumettre à un conseil de famille avant de pouvoir convoler. Alors imaginez. Moi, j'étais une Vasa, une blanche européenne. Lui était Mérina. Alors voyez l'insupportable pour sa famille. Alors que dans ma famille, où il y a pas mal d'ostracisme par ailleurs, hein, il a été bien accueilli et tout le monde a été triste de notre séparation. Alors quand on a annoncé notre mariage, de son côté à lui, le cercle, le conseil de famille n'a pas pu se tenir puisque nous étions, nous, à Paris, ses parents à New York. Donc ça s'est passé à New York, avec lui, avec ses parents, sans moi. Il y a séjourné, il a subi des questions quotidiennes. Est-ce que tu crois? Attention, ça ne marchera pas. Et les enfants, etc. Finalement, on a tenu bon. Là, on s'est dit, on se marie. Sa famille n'est pas venue.
sauf une de ses sœurs. Ma famille à moi était là. Je n'ai jamais connu mon beau-père. C'est fou. J'ai connu ma belle-mère parce qu'au tout début de notre relation, je suis allée le rejoindre à New York chez ses parents pour y séjourner. Et il a fallu me présenter comme étant une amie, une simple amie, et non pas comme sa petite amie. Bien que personne n'était dupe, mais il fallait absolument marquer des barrières. Je ne l'ai pas très bien vécu, je dois dire, même si le séjour a été très agréable par ailleurs, mais bon. Et lui, il était fils unique, comme on dit chez lui. Ça veut dire non pas le seul enfant, mais le seul fils. C'est-à-dire le seul qui puisse transmettre la filiation. Alors, les traditions sont donc vraiment très dures, fortes, concernant la garantie de la filiation. Et notre mariage s'est réalisé dans ce contexte et qui a amené un dilemme, surtout pour lui, une déchirure entre sa vie avec moi et l'univers de sa famille, de ses origines. Et j'ai su plus tard, en trouvant des photos, qu'il voyait ses parents en cachette lorsqu'ils étaient en visite en France, à mon insu. Il ne pouvait pas me le dire. Il avait peur de me le dire. Peur de me faire de la peine, évidemment. Peur de faire des histoires. Alors les parents, ils ont eu raison de se méfier. Notre couple n'a pas tenu. Et j'ose dire que c'est grâce à eux. Ils ont contribué à cette déchirure, toujours vivace. Pour l'un et l'autre. Ça, je le sais. On est toujours en contact, même à des milliers de kilomètres. Je ne suis jamais allée à Madagascar. Lorsque nous étions ensemble, lui ne voulait pas. Il me disait, ce serait trop dur pour toi. Et puis maintenant qu'il n'est plus avec moi, je ne peux pas y aller, pas sans lui. Non, voir tous les pays du monde. Mais on ne sait pas très bien ce qu'on pourra voir parmi tous ceux qu'on aimerait voir. Et moi, celui-là, ce pays-là, ça fait plusieurs années que je sais que je ne le verrai jamais. Il fait partie de moi. C'est le pays de cet amour-là. Je ne le verrai pas. On dit les Malgaches très nostalgiques. Cela s'entend dans leurs chansons, dans leurs chants. Moi, j'ai ma nostalgie. C'est ce pays, Madagascar, ce pays à jamais inconnu. Alors, ce que j'ai appris de cette histoire, entre autres choses, d'un point de vue de culture malgache, de la communauté malgache, c'est le regard sur le couple mixte, sur la différence. C'est aussi prendre conscience de ma propre étrangeté, oui, ma propre étrangeté. Et d'apprendre que blanc, c'est aussi une couleur. Moi, je finirai juste sur cette phrase de Saint John Perse. Étranger, sur toute rive de ce monde, j'habiterai mon nom. Pour la deuxième question, est-ce que selon moi, la diaspora malgache envisage la diversité sexuelle? Alors,
Est-ce qu'une société aussi traditionnelle accepte la diversité, qu'elle soit sexuelle ou autre? Une société rigide, aimable et rigide à la fois, mais très normée. La diversité sexuelle, comme toute diversité, est tout simplement inimaginable, à mon avis. Je suis très étonnée d'apprendre le contraire. J'ai connu un cas, alors je ne le dirai pas représentatif puisque c'est un cas. Une jeune fille étudiante à l'époque qui s'est installée avec une amie en coloc. Bon, rien d'extraordinaire. Mais les années ont passé et la cohabitation s'est pérennisée. Et il est possible qu'elle dure toujours. Pour avoir connu cette personne pendant quelques années, je sais qu'elle était en couple avec cette femme, qu'elle désignait comme sa meilleure amie, parce qu'il fallait qu'elle la désigne ainsi. Moi, j'ai toujours su, presque depuis le début, qu'elle était lesbienne. Je l'ai senti, je l'ai... Mais ce mot, même ce mot-là, est imprononçable. Ce n'est pas possible, tout simplement. C'est terrible. Mais je crois qu'au-delà, ce n'est pas pour banaliser, bien au contraire, parce que je crois que c'est tragique, on ne peut pas être soi-même. Le soi est soumis au il faut. En revanche, pour la société malgache, le rapport avec l'extérieur est toujours aimable, doux, courtois. Ce sont des personnes extrêmement agréables, oui. La priorité est la bonne relation sociale. C'est très, très, très important. C'est une vertu. Ce n'est pas superficiel, pour autant. Parce que c'est le ciment qui assure la structure de la communauté et aussi l'intégration dans le pays, surtout pour la diaspora. Il y a d'autres peuples, notamment asiatiques, pour qui cette qualité, je dirais, de bonnes relations sociales est privilégiée. Et moi, j'ai trouvé très surprenant d'observer le contraste très souvent entre, d'une part, le niveau culturel élevé de la plupart dans la diaspora malgache qui étudie en Europe, aux États-Unis, une ouverture intellectuelle, une convivialité remarquable, et d'autre part, un repli sur la tradition, dès lors qu'il s'agit de la famille, de la transmission, de la filiation, chez les mêmes personnes. Ces deux extrêmes cohabitent. C'est une cohabitation angulaire entre le monde et l'entre-soi. Il faut perpétuer le même. C'est cela qui fait douleur pour vivre ce que l'on est. Et déchirures dans l'amour, souvent. Comment être ce que l'on est si la diversité est refoulée? C'est faucher du foin sur des graines.